Bienvenue aux informations, mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres, devoir de mémoire en ce jour de commémoration du 46e anniversaire de la disparition de feu Abdul Karim Camara dit Cabral. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, au nom du président de la transition, a déposé une gerbe de fleurs au monument érigé au nom de l'Ulysse disparu. C'est à Lafiabougou, dans le 4e arrondissement. Dans l'actualité internationale, nous allons parler de la guerre États-Unis, Israël et Iran qui se poursuit de plus belle. L'Afrique, comme il fallait s'y attendre, n'est pas épargnée des conséquences de ces affrontements. Les prix des hydrocarbures prennent l'ascenseur. Ici au Mali, peut-on déjà parler de premières répercussions? Awadama Koulibaly nous édifiera. Notre chronique judiciaire s'intéresse aujourd'hui aux constructions controversées qui alimentent de nombreux conflits fonciers. Qu'est dit précisément la loi en la matière et quelles sanctions prévoient les textes nationaux? Éléments de réponse avec Garibou Pérou. Lancement officiel de la deuxième édition du Grand Prix cycliste de l'ERTM. Après le coup d'essai réussi de l'an dernier, les organisateurs ont dévoilé les contours de ce qui sera pour cette année, précisément à Bamako, le 11 avril prochain. Merci de votre présence. Audience à la primature. Le nouveau président directeur général du groupe B2Gold Corp, Mike Sinamon, échange avec le chef du gouvernement avant de prendre fonction. Le nouveau PDG est venu solliciter l'accompagnement du gouvernement malien pour l'obtention du permis d'exploitation de Ménakoto Sud. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Mines, Amadou Keïta. Le premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a rassuré l'hôte du jour quant aux engagements du Mali dans le respect des règles prescrit en matière de partenariat gagnant-gagnant. Écoutons Mike Sinamon au micro de Mamari Kone Aliou Touré à sa sortie d'audience. Nous sommes venus rencontrer le Premier ministre et les principaux ministres en charge des mines et des finances afin de faire une mise à jour sur nos activités pour la mine de Fekola, mais également activités qui se passent très bien en ce qui concerne Fekola, mais pour voir également les prochaines étapes pour le pays et pour la société B2Gold, et notamment un permis régional près de Fekola qui est le permis de Ménankoto Sud qui est en cours de traitement afin d'espérer de permettre la mise en exploitation le plus tôt possible de ce permis Ménankoto Sud, et notamment au regard du prix de l'or actuel prix de l'or qui est le plus haut qu'il n'ait jamais été, afin que toutes les parties puissent bénéficier de la mise en exploitation du permis de Ménankoto Sud et de cette nouvelle étape pour générer des revenus pour le Mali et pour la société. Nous avons toujours rappelé que le Mali est un pays qui est bon pour les investissements. Nous participons à de très nombreuses conférences dans le monde entier où nous répétons et nous supportons toujours ce message de la qualité des investissements au Mali, de le fait de faire des affaires ici se passe très bien, et nous avons rappelé que notamment par ce biais de Ménankoto Sud, donc de ce nouveau projet, nous sommes là depuis 2014 et cela nous permettra d'être là encore pour longtemps. Nous continuons à faire de la recherche pour voir si les réserves nous permettent de rester là le plus longtemps possible en tant qu'investisseur au Mali, et donc ce permis Ménankoto Sud est clé pour cette activité. Poursuivons avec le Premier ministre qui, encore une fois, au nom du président de la transition, s'incline devant la mémoire de feu Abdul Karim Camara dit Cabral. Commémoration du 46e anniversaire de la disparition de l'Ulysse disparu par le dépôt d'une gerbe de fleurs au monument érigé en son nom à Lafiabougou dans le 4e arrondissement. Le général de division Abdoulaye Maïga a salué l'œuvre du leader estudiantin décédé à l'âge de 25 ans, dans la fleur de l'âge. Il a aussi inviter la jeune génération à s'inspirer de son parcours. Mamari Kone Aliou Touré. Place du monument Cabral de Lafiabougou, ce 17 mars 2026, jour d'anniversaire de la disparition du leader estudiantin Abdul Karim Camara dit Cabral. 46 ans après son assassinat, la mémoire de Cabral demeure un symbole de résistance et de lutte pour les droits des étudiants et de la jeunesse malienne. Le 17 mars 1980, le Mali perdait l'un de ses dignes fils, un leader dont le nom résonne encore comme un cri de ralliement pour la justice et la liberté.
Abdul Karim Kamara Di Cabral, en tombant sous les coups de la répression, Cabral n'est pas mort. Il a sémé une graine de résistance qui continue de germer dans le cœur de chaque patriote malien. Le thème de l'Amsterdam de cette année est vaincre les terroristes intérieurs et extérieurs de l'AES. La quête de notre souveraineté totale exige des sacrifices. C'est dans cette optique que s'inscrit la lutte acharnée contre le terrorisme. Nos forces de défense et de sécurité FAMA montent en puissance chaque jour pour libérer notre territoire des forces obscurantistes. Le terrorisme n'est pas seulement une menace sécuritaire, c'est une tentative délibérée de paralyser notre développement. Le secrétaire général de l'AMSINEM a par ailleurs demandé au gouvernement la déclassification du dossier Cabral. Pour commémorer cette date symbolique, le Premier ministre, chef du gouvernement après les honneurs militaires et l'accueil des marcheurs, a, au nom du président de la transition, chef de l'État, déposé une gerbe de fleurs au monument dédié à cet étudiant et militant engagé pour la justice et la liberté. Le 17 mars de chaque année, nous rendons un vibrant hommage à l'un de nos illustres disparus, la personne de feu Abdul Karim Kamara Di Cabral. En cette occasion, au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, au nom du gouvernement, de tout le peuple malien et à mon nom propre, je voudrais présenter les sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu, l'illustre défunt, et prier Allah subhanahu wa ta'ala pour le repos de son âme. C'est également l'occasion de rendre hommage à tous les fils, les filles de notre pays. Je pense ici en particulier à nos vaillantes forces de défense et de sécurité, et les éléments qui sont morts au champ d'honneur. Je pense que Abdul Karim Kamara, feu Abdul Karim Kamara Di Cabral, comme les FAMA qui sont morts en opération, poursuivent un même but, c'est la dignité et la souveraineté pleine et entière de notre pays. Il y a 46 ans qu'il est mort. C'est l'occasion, en tout cas pour la jeunesse malienne, de s'inspirer du parcours de feu Cabral. Le chef du gouvernement a invité la jeunesse malienne à suivre les traces de Cabral, car son héritage continue d'inspirer les générations actuelles avant de les appeler à poursuivre la lutte pour une éducation de qualité, la liberté d'expression et le respect des droits fondamentaux. La jeunesse constitue le partenaire privilégié du chef de l'État dans ce processus d'édification du Mali Koura. Donc c'est vraiment l'occasion pour la jeunesse malienne, c'est une invitation pour la jeunesse malienne de s'inspirer du parcours, de l'état d'esprit de l'illustre qui est disparu. C'est également l'occasion pour moi, au nom du chef de l'État, de féliciter les camarades de feu Cabral, regroupés au sein de l'AMSINEM. Ces camarades sont de tous les combats. Depuis le début du processus de refondation au Mali, il n'y a aucune activité à laquelle les camarades de feu Cabral ne participent. Je pense qu'à juste titre, le secrétaire général a évoqué la question du terrorisme sous toutes ses formes, le terrorisme armé, le terrorisme économique, le terrorisme informationnel. Nous savons que l'AMSINEM, à travers la sensibilisation, à travers une vaste campagne pédagogique, permet justement de sensibiliser et de tenir en éveil la jeunesse malienne qui constitue le fer de lance de la refondation dans notre pays. La cérémonie d'hommage s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, des parents de l'illustre disparu et des militants et sympathisants de l'amicale des anciens de l'UNEM. Et ce soir, nous allons questionner l'histoire, la vraie, sur le célèbre bonnet de Cabral. Le leader estudiantin Abdul Karim Kamara Di Cabral, disparu vers les années 80, avait épousé le port du dit bonnet car il ne s'en séparait jamais. Le bonnet Cabral, je vais l'appeler ainsi, depuis le temps, a dépassé les générations. Au-delà de son aspect esthétique, son port aujourd'hui est un symbole de combat pour la justice, une voix pour les sans-voix. Bref, un appel au changement pour améliorer les conditions de vie. Retrouvons Aliou Abdoulaye Touré qui s'est intéressé au sujet. Le bonnet que portait Abdul Karim Kamara Di Cabral est une histoire de passion,
une passion qui remonte à l'adolescence du leader estudiantin. C'est un bonnet qui a été adopté de Amilcar Cabral de Guinée-Bissau. Le combattant pour l'indépendance de l'Afrique qui a créé le PAIGC, le Parti africain de l'indépendance et de la libération de la Guinée-Bissau et des îles du Cap-Vert. Il a adopté ce bonnet parce que c'est un bonnet porté par les paysans. Comme il était ingénieur agronome, les Portugais ont tout fait pour le mettre dans les conditions pour qu'il reste avec eux, à continuer à exploiter son peuple, chose qu'il a refusée, et il a préféré rejoindre ses paysans. Et comme symbole fort, il a adopté le bonnet des paysans. Ousmane Salia Traoré est secrétaire à l'organisation de l'AMSUNEM. Il porte le bonnet en hommage au leader estudiantin Abdul Karim Kamara Di Cabral. Son bonnet, il ne s'en sépare jamais. Je porte le bonnet depuis Cabral a eu à porter le bonnet parce que c'était un repère, un symbole pour nous. Et pour vous dire, le bonnet là, ça symbole l'honnêteté, la compétence, le patriotisme. Je ne me sépare jamais de ce bonnet là. Jusqu'à preuve de contraire, les gens me disaient à travers ce bonnet. Même quand je suis en circulation, état à pied, même en mobilette, les policiers arrivent à régulariser la circulation pour me laisser passer. Parce qu'ils sont contents en voyant le bonnet là. Salim Dedewou Traoré, lui aussi, a épousé le port du bonnet. Selon lui, le bonnet est symbole de courage et de travail. Nous avons tellement honoré le bonnet que nous avons gardé ça désormais comme un symbole de courage. Et très généralement, dans les écoles, nous remettons ce bonnet aux bons élèves. Et vous voyez, chaque année, à l'occasion de l'anniversaire de l'assassinat d'Abdul Karim Kamara Di Cabral, nous donnons en symbole ces bonnets-là à des personnalités qui se sont illustrées dans la construction de la nation. À l'image de Salim Dedewou Traoré, Abdraman Sissoko a aimé le bonnet et l'a adopté. Depuis notre enfance, on célébrait les journées des martyrs. Et qui parle des martyrs parle de Abdul Karim Kamara Di Cabral, qui est une référence pour nous les élèves étudiants du Mali. Nous aussi, nous portons ce bonnet pour toujours lui rendre hommage. C'est dire, en somme, que loin d'être un effet de mode, le port du bonnet est un trait d'union entre les générations, un symbole de combat pour la justice et la liberté. À présent, en lecture, ce communiqué de presse, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, informe l'opinion publique nationale de la qualification de l'équipe nationale senior de basketball féminine pour la prochaine Coupe du Monde prévue en Allemagne du 4 au 13 septembre 2026. En effet, les Aigles Dames viennent de participer au tournoi de qualification pour la Coupe du Monde féminine de basketball FIBA 2026 à Wuhan, en Chine, du 11 au 17 mars 2026, où elles ont tenu en haleine les fans avec des succès notables contre la République tchèque 77-64 et le Soudan du Sud 97-74. Cette performance traduit la solidarité inébranlable, le sursaut d'orgueil et l'esprit combatif des Aigles basketteuses déjà vice-championnes d'Afrique. Elle témoigne une fois de plus du courage, de l'engagement, de la détermination et du sens du sacrifice de la jeunesse malienne et surtout de nos sportifs qui honorent les couleurs nationales à travers l'Afrique et le monde. Le ministre en charge de la jeunesse et des sports, au nom du président de la transition, chef de l'État, du Premier ministre, chef du gouvernement, de l'ensemble des membres du gouvernement et du peuple malien, salue cette première historique et réaffirme ses chaleureuses félicitations à l'équipe nationale de basketball, à l'encadrement technique ainsi qu'à la Fédération malienne de basketball pour ce parcours qui honore le Grand Mali. Enfin, le ministre remercie le public sportif et tout le peuple malien pour le soutien apporté à la sélection nationale durant ce tournoi de qualification à la Coupe du Monde. Le ministre rassure que toutes les dispositions seront prises pour une meilleure préparation des Aigles Dames pour la Coupe du Monde. Et oui, notre pays participe ainsi à une Coupe du Monde pour la 3e fois. Koji Sibi pour nous en parler. Les Aigles Dames avaient pourtant démarré ces éliminatoires par une défaite 81-68 face à la Chine. Il fallait rapidement se remettre en selle au match 2. Chose faite,
puisque Djenaba Ndiaye et ses coéquipières se sont imposés 77-64 devant la République tchèque. Battu au match 3 par la Belgique 81-50, le doute commençait à s'installer quant à la possibilité de pouvoir assurer la qualification. Une très bonne santé du basket malien et félicitations encore une fois à nos aigles dames. Le ministre de l'Éducation nationale lance officiellement le comité national préparatoire de l'année 2026-2027 dédié à l'éducation et à la culture. Aloucéine Touré pour plus de détails. C'est une mission que le ministre de l'Éducation qualifie d'historique. Ce comité doit tracer les contours d'une période charnière pour le pays, le biennum 2026-2027. Ce projet n'est né pas du néant. Il est le prolongement direct des assises nationales de la refondation et des récents états généraux de l'éducation. Aucune nation ne peut s'élever durablement sans une école forte et sans une culture vivace et rayonnante. Faisant chorus à mes collègues du gouvernement, je vous félicite pour le choix que son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a porté sur chacune et sur chacun de vous. Je vous invite à tout mettre en œuvre pour mériter cette confiance. Votre mission est historique. L'objectif affiché est clair: bâtir une école moderne mais résolument ancrée dans les valeurs maliennes pour renforcer la cohésion nationale. Vous prendrez, mesdames et messieurs, les membres du comité préparatoire de l'année de l'éducation et de la culture, des initiatives structurantes pour accélérer la refondation du système éducatif malien en intégrant pleinement nos valeurs culturelles afin de bâtir une école moderne, souveraine et résolument tournée vers l'avenir. Les membres du comité ont désormais la lourde tâche de transformer cette volonté politique en action concrète. Leurs travaux sont attendus au plus haut niveau de l'État pour préparer l'avenir du Mali avec l'éducation et la culture comme double levier de développement. 4e conseil d'administration du complexe numérique de Bamako. Depuis la dernière rencontre, le constat n'est pas satisfaisant. Sans un sursaut rapide, ce projet stratégique risque de rester à l'état d'ambition, nous confie Awadama Koulibaly. Le futur hub technologique malien peine à sortir de terre. Les responsables du projet lancent un véritable cri d'alerte. Premier obstacle, l'emplacement initialement prévu pour accueillir les infrastructures n'est plus certain. Conscient de l'urgence pour matérialiser notre projet, une requête a été introduite auprès du ministre en charge des domaines et des affaires foncières. Cette requête vise l'acquisition de nouvelles parcelles d'environ 150 hectares. Autre difficulté majeure, l'insuffisance de ressources humaines. Les agents, piliers de ce projet stratégique pour l'écosystème technologique malien, se raréfient progressivement. Depuis la dernière session, nous avons enregistré 3 départs et 2 arrivées au sein de l'équipe. Cette rotation du personnel n'est pas anodine. Elle reflète malheureusement les conditions de travail difficiles et le traitement financier peu attractif qui prédomine au complexe. Les démarches entreprises pour doter le complexe d'un agent comptable et d'un régisseur sont restées infructueuses. Sans une équipe administrative complète et stable, la structure ne peut pleinement fonctionner. Mais le point le plus critique reste le financement. Le budget alloué au complexe numérique est jugé insuffisant. Pour l'année 2026, il est estimé à près de 200 millions de francs CFA. Pour l'année 2026, le budget alloué au complexe s'élève à 193 736 000 francs CFA. Ce chiffre marque une réduction de 6,33% par rapport à l'enveloppe 2025, laquelle était déjà jugée insuffisante. Cette diminution compréhensible au regard de la situation économique nationale nous place dans une équation extrêmement difficile. Comment investir et fonctionner correctement quand nos moyens s'amenuisent? De 2,889 milliards de francs CFA en 2021 à moins de 200 millions en 2026, la chute drastique des financements freine considérablement le développement du projet. Et
avec lui les ambitions du secteur des technologies de l'information et de la communication, ainsi que les milliers d'emplois attendus. Le cinéma malien aussi à la recherche de nouveaux leviers de financement. La question était au cœur de la 11e session ordinaire du conseil d'administration du Fonds d'appui à l'industrie cinématographique. On retrouve Moussa Kamara. Trouver des financements durables pour faire rayonner le cinéma malien, c'est l'un des défis majeurs du secteur. Réunis en 11e session ordinaire, les membres du conseil d'administration du Fonds d'appui à l'industrie cinématographique ont examiné plusieurs points inscrits à l'ordre du jour. Parmi eux, l'adoption du compte-rendu de la 10e session, l'évaluation du contrat de performance 2025 ainsi que le projet de contrat pour 2026. À travers ces travaux, le FAIC affiche sa volonté de renforcer ses capacités d'intervention afin de soutenir davantage la production et améliorer la diffusion des œuvres maliennes. Malgré les difficultés économiques et financières qui traversent notre pays, le Fonds d'appui à l'industrie cinématographique continue de travailler sans nul doute pour le développement de l'industrie cinématographique. Pour ce faire, le budget prévisionnel du Fonds d'appui à l'industrie cinématographique au titre de l'exercice 2026 est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 203 millions de francs CFA, soit une hausse de 14% par rapport à l'exercice 2025. Les acquis de l'année de la culture constituent désormais une base solide pour les années 2026-2027, décrétée année de l'éducation et de la culture par le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Face aux défis de financement et de structuration de l'industrie cinématographique, les responsables entendent poser les bases d'un modèle économique plus solide et plus autonome. Pour l'année 2026, le Fonds d'appui à l'industrie cinématographique affiche déjà de grandes ambitions pour soutenir davantage le développement du secteur. En 2026, on projette faire des appels à projets. Et tout juste après cette session, on a programmé un appel à session à l'endroit des acteurs du cinéma et de l'audiovisuel. Et ensuite aussi, on compte faire le renforcement des capacités des acteurs du cinéma et de l'audiovisuel. Renforcer aussi la capacité du personnel du Fonds d'appui à l'industrie cinématographique. Et aussi, on compte aussi se baser surtout sur la communication cette année à travers les médias. La communication compte beaucoup pour la visibilité du FAIC. Avec cette nouvelle orientation, le Mali fait le pari d'un cinéma mieux financé, mieux structuré et résolument tourné vers l'avenir. Et dans l'actualité internationale, un mot de la guerre États-Unis, Israël et Iran qui se poursuit de plus belle. L'Afrique, comme il fallait s'y attendre, n'est pas épargnée des conséquences de ces affrontements. Les prix des hydrocarbures prennent l'ascenseur ici au Mali. Peut-on déjà parler de premières répercussions et comment faire face à l'impact? Awadama Koulibaly nous édifie. Les bombes tombent au Moyen-Orient, mais leurs ondes de choc traversent déjà les continents. À des milliers de kilomètres des zones de combat, les inquiétudes ne se limitent pas au cercle d'experts. Dans la rue, chacun observe avec attention les répercussions possibles de cette crise internationale. On a connu une crise d'hydrocarbures à cause des actes lâches des terroristes. Nous avons trouvé des solutions à cela, mais cette guerre au Moyen-Orient dépasse nos capacités. Beaucoup de produits qui nous servent viennent des usines de production de l'extérieur. Si ces pays sont en guerre, cela rendra difficile l'approvisionnement de nos pays, ce qui doit vraiment nous inquiéter. Mais au-delà des ressentis et des préoccupations du quotidien, les économistes tentent d'analyser plus en profondeur les impacts possibles de cette guerre sur les économies africaines. L'Iran, on peut le considérer comme le troisième pays au sein de l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Elle produisait avant la guerre environ 3,5 millions de barils par jour, mais il exportait un tiers de cette production. Et cette production allait essentiellement vers l'Asie. Donc tout cela est arrêté, mais les 20 millions aussi de barils qui passaient, y compris la production de l'Iran, sont à l'arrêt.
des raffineries dans les pays voisins. Aramco, Arab American Oil Company, qui est la plus grande compagnie pétrolière au monde, a été touché. Le Qatar, qui est le plus grand exportateur de gaz au monde, a dit qu'il ne pouvait plus exporter en l'état actuel, parce que ces raffineries ont été touchées, et puis ça a été bouché aussi, ont des difficultés. Bon, donc cela fait que le marché mondial est affecté. Et cela fait que les prix augmentent. Quand le prix du baril de pétrole augmente ou du gaz augmente, c'est un facteur déterminant pour tous les autres prix. Pour la simple raison que les transports est basé sur le prix du carburant. Donc 80% du commerce mondial se fait par le transport maritime. En plus de cela, vous avez le transport aérien. Le kérosène aussi, donc tout cela, leurs prix vont augmenter. Et quand le prix augmente, ça augmente le prix des marchandises. Donc quand cela arrive, ça affecte tout le monde. Pour des pays comme le Mali, fortement dépendants des importations pour l'énergie et certains produits de première nécessité, ces perturbations pourraient se traduire par une augmentation du coût du transport et des denrées. Toutefois, l'État continue de soutenir les populations à travers la subvention des hydrocarbures. Les autorités font de leur mieux. Il y a une très grande subvention qui est allouée à l'utilisation des hydrocarbures au Mali. Là où nous allons nous ravitailler, le prix à la pompe au Mali est plus faible que dans ces pays-là, parce que l'État décide d'abandonner un certain nombre de taxes. Mais cela ne suffit pas, parce que même si le prix est abordable, si le produit n'est pas disponible, l'État ne peut rien. Si les conséquences sont déjà perceptibles, plusieurs spécialistes estiment que des réponses existent pour atténuer ces chocs économiques, notamment grâce aux ressources naturelles dont dispose le pays. La solution pour nous, Maliens, à moyen terme, c'est d'aller vers les énergies renouvelables, parce que nous avons un pays parmi les plus ensoleillés au monde. Le prix des équipements et du matériel a baissé de plus de 80% ces 10 dernières années. Nous sommes, depuis l'année dernière, premier producteur africain de lithium. Il faut aussi que nous pensions à développer les transports publics. Pour d'autres, la réponse pourrait aussi passer par davantage de solidarité et de compréhension entre les peuples et des pourparlers à l'échelle internationale. Ça ralentit beaucoup l'économie en Afrique, ça a beaucoup d'impact et ça joue beaucoup. Parce que tout marche maintenant avec l'essence soit du pétrole. Le vrai défi pour le continent reste le même. Transformer ces turbulences internationales en force et en opportunité de résilience. Le ministre burkinabé Rodrigue Bayala, porteur des messages d'information du président du Faso au roi du Yatenga. Il s'agit là d'une des étapes importantes de la phase de vulgarisation de la loi sur la justice traditionnelle adoptée le 14 janvier 2026. Karim Ilboudou et Abdul Aras Manezongo pour les explications. À la résidence royale du Yatenga, le ministre Rodrigue Bayala dit être venu porter un message présidentiel à Nabakiba sur les mécanismes endogènes de résolution des litiges. Adoptée officiellement en janvier dernier, la loi Made in Burkina français ou Faso Boukari Amoré fait office de boussole de la justice traditionnelle, devant infailliblement contribuer à booster la paix sociale. Depuis le 30 décembre 2023, la Constitution permet de recourir aux mécanismes traditionnels endogènes de règlement des différends. Nous avons fait le constat que beaucoup de contentieux qui pourraient même toucher la paix et la cohésion sociale sont réglés à ces niveaux. Bon, malheureusement, ces décisions qui sont rendues à ces niveaux n'ont pas de force exécutoire, n'ont pas de force de loi. Donc après la révision constitutionnelle du 30 décembre 2023, la loi portant Faso Boukari a été effectivement adoptée le 14 janvier 2026 avec la loi sur la chefferie traditionnelle qui vise à permettre à ces niveaux aux chefs traditionnels et coutumiers de pouvoir véritablement avoir des décisions qu'ils rendent et qui peuvent avoir une force exécutoire. Donc la loi permet d'encadrer ces mécanismes qui existent déjà
La loi ne crée rien de nouveau. Cette visite du ministre a été en tout cas une excellente réaction de la part du président Ibrahim Traoré et son gouvernement. Et ce qu'il est venu nous apporter, nous aussi on l'attendait depuis longtemps. Je pense que c'est pour désengorger un peu la justice classique et puis nous retourner ce que nous on avait aussi depuis d'antan. En attendant une deuxième visite en avril 2026 dans la cité de Nabakangu pour former les gardiens de la paix et de la tradition sur les tenants et aboutissants de la justice traditionnelle, Rodrigue Bayala a clos son bref séjour à travers un échange interactif avec les acteurs régionaux de la justice et ponctué d'encouragement et d'appels à mieux faire afin de rapprocher davantage le citoyen de la justice. Le chef d'état-major de l'armée de terre du Niger, le général de brigade Maman Sani Q, en visite d'inspection annuelle au niveau de la zone de défense numéro 4 de Tawa. Le résumé avec James Didi. À son arrivée à Tawa, la délégation militaire a été accueillie par le gouverneur, le colonel-major Suleiman Aman Moussa, en présence du commandant de la zone de défense numéro 4, le colonel Sissé Suleiman, districtaire général de la région, ainsi que les responsables des forces de défense et de sécurité de la région. Au cabinet du gouverneur, le chef d'état-major de l'armée de terre et sa délégation ont eu une séance d'entretien avec le gouverneur. À cette occasion, après les civilités d'usage, le général de brigade Maman Sani Kio a décliné l'objectif de sa mission qui s'inscrit dans le cadre de l'inspection annuelle des unités militaires déployées dans la zone de défense numéro 4 d'Ottawa. Au deuxième jour de cette mission, le chef d'état-major de l'armée de terre s'est rendu au 49e bataillon inter-armes BIA où il a pris part à la présentation du rapport général sur la situation de la zone sous la conduite du colonel Sissi Suleiman, commandant de la zone de défense numéro 4. Cette rencontre a également été mise à profit par le chef d'état-major de l'armée de terre pour s'adresser aux forces de défense et de sécurité. Il leur a transmis au nom des plus hautes autorités du pays et en premier lieu du président de la République, chef de l'État et chef suprême des armées, le général d'armée Abderrahmane Tchani, les félicitations et les encouragements pour leurs multiples exploits arrêtés dans la lutte contre les forces du mal. Le général de brigade Maman Sani Kio a par ailleurs abordé plusieurs thématiques importantes relatives notamment à l'inspection annuelle, à l'évaluation des conditions de vie, de travail des forces de défense et de sécurité, à la discipline et à la cohésion entre les forces engagées sur le terrain, ainsi qu'à la mobilisation générale décrétée par le président de la République. D'autres sujets d'intérêt majeur, dont entre autres les récompenses et promotions en cas de bravoure, la gestion des carrières ont été développées par les chefs d'état-major de l'armée de terre qui a exhorté l'ensemble des forces de défense et de sécurité à redoubler de vigilance dans le cas de la défense de l'intégrité du territoire national. En marge de sa mission, le CEMAT a rendu des visites courtoisies au chef de canton et au chef du groupement Peul à qui il a transmis les salutations fraternelles et patriotiques du président de la République. Il a également décliné l'objet de sa mission dans la région d'Ottawa. Le feu fait encore des ravages dans nos places de marché après le drame de Sougouni-Koura en commune 2. Voilà celui de Niamana sur la route nationale numéro 6 ce mardi 17 mars 2026, très tôt vers 5 heures. Les dégâts sont très importants, mais il n'y a pas eu de perte en vie humaine. L'origine du feu n'est pas encore connue, même si les investigations sont en cours. Le gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamine Kapouri Sanogo, s'est rendu sur les lieux, nous disent Boubacar Sissoko et Amadou Chokari. C'est aux environs de 5 heures du matin, ce mardi 17 mars 2026, que le feu s'est déclaré. Aussitôt alertés, les agents de la protection civile du district de Bamako, appuyés par les forces de sécurité ainsi que les autorités locales de Kalabankoro, se sont rendus sur les lieux pour circonscrire l'incendie, dont les dégâts sont importants. Le pire a été évité grâce à la vigilance et à la promptitude des agents de la protection civile qui ont réussi à évacuer une dizaine de camions-citernes chargés d'essence. J'ai alerté à 5h30 pour feu au niveau de l'ancien poste de Niamana. Donc aussitôt nous avons décalé un premier secours. Le premier secours arrivé à demander un renfort et du coup nous avons déployé les grands moyens, 5 camions citernes d'incendie plus une citerne d'appui. Et on a engagé 50 pompiers et c'est ça le résultat qui est là. Et Dieu merci, il n'y a pas eu de propagation parce qu'il y avait des citernes garées et le marché à bétail aussi n'a pas été atteint pour circonscrire le feu.
et il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Cette réactivité des agents a été saluée par le gouverneur des régions qui s'est également rendu sur place pour constater et évaluer l'ampleur des dégâts causés par les flammes, dont l'origine reste pour l'instant inconnue. Des investigations sont en cours afin de situer les responsabilités liées à ce sinistre. Je viens au nom de son Excellence général d'armée Assimi Goïta et au nom de l'ensemble des membres du gouvernement pour d'abord constater l'ampleur des dégâts causés par l'incendie dont les origines restent inconnues pour l'instant ce matin. Également, je suis venu partager la douleur qui est aujourd'hui nationale avec les commerçantes et les commerçants qui ont vu en fumée des décennies de commerce qu'ils ont pu réaliser. Selon plusieurs témoignages, ce marché est installé de manière anarchique et une situation que dénoncent depuis longtemps les habitants de Niamana. Si l'on déguerpit cet endroit tout de suite, ici, on y rencontre toutes sortes de dangers. Nous avons tout fait. On n'a pas pu les déguerpir. Face à cette situation, les autorités régionales annoncent des mesures visant à assainir les lieux afin de prévenir de tels sinistres à l'avenir. À travers cette visite, il m'a été rapporté que les populations de Niamana, notamment le chef de village ici présent, se plaignent de la présence de ces propriétaires de kiosques installés anarchiquement le long de la route. Et nous allons rendre compte à qui des droits et nous nous mettons à la disposition de qui des droits pour quand même déguerpir prochainement ces kiosques et maisonnettes qui sont installées anarchiquement. En tout état de cause, pour éviter les incendies dans les marchés, il est essentiel que les commerçants s'installent dans des espaces aménagés et respectent les normes, notamment en évitant les branchements électriques anarchiques. Sunkalo, solidarité, nous allons troquer nos costumes comme le ministre en charge de l'intégration africaine pour celui de bénévoles afin de distribuer de la nourriture pour l'iftar aux usagers de la route. Un moment de partage et de proximité vivement salué par les bénéficiaires, c'est surtout une preuve de plus de la grande solidarité du ministre Moussa Ag Attaher aux côtés des membres de l'association des scouts et guides du Mali. Aminata Brimaoui Drago, Toumani Djabati. À la descente du pont Oyoyanko, sur la route de Sévénikoro, une scène peu ordinaire. Loin des protocoles habituels, une autorité se mêle à la circulation avec humilité et sourire aux lèvres pour distribuer des kits alimentaires destinés à l'iftar. Comme circulation, ce geste de solidarité marque la participation de Moussa Ag Attaher à l'opération Ramadan Charity au Racha, initiée par l'association des scouts et guides du Mali. Elle est placée cette année sous le thème Agir autrement pour le bonheur des communautés bénéficiaires. Dieu nous a donné la grâce d'avoir fait ce mois de Ramadan où nous tendons vers la fin. Et j'ai voulu conclure cette présence auprès de la population, une distribution de nourriture et d'eau et de boissons avec les passants. Et cela, c'est à travers les scouts et guides du Mali. L'opération Ramadan Charity consiste à donner la rupture du jeûne à des milliers de Maliens et les accompagnants des hôpitaux. Nous faisons cet acte dans le mois béni du Ramadan. Nous remercions les ministres d'être parmi nous aujourd'hui. Ça montre l'engagement du gouvernement aux côtés des Maliens. Après Amdalaï et Djikoroni Para, cette action à Oyoyanko constitue la 3e rupture collective du ministre dans le 4e arrondissement du district de Bamako. Une initiative qui illustre sa volonté de maintenir un lien de proximité avec les populations, en particulier les plus vulnérables en cette période de ferveur religieuse. Et cette remise de dons et d'enveloppes au profit des veuves et orphelins dans le cadre du mois de Ramadan, un geste de l'association Yatimedi. Retrouvons Draman Senego et Adama Kamara. Ils portent aussi fermement une autre s'ouvre, dit l'adage. Privés de leur mari pour certaines et de leurs parents pour d'autres, ces veuves et orphelins retrouvent aujourd'hui les fruits grâce à l'accompagnement de l'association Yatimed Demain. 20 sacs de riz, des enveloppes symboliques ainsi que des vivres dans le cadre de la nuit du destin leur ont été remis afin de leur permettre de poursuivre le reste du mois de Ramadan dans la sérénité et la dignité.
Je remercie tous les donateurs pour leur générosité et leur solidarité, car venir en aide aux veuves et aux orphelins, c'est accomplir une œuvre noble, comme l'enseigne le prophète, paix et salut sur lui. Cela fait maintenant 7 ans que nous organisons cette cérémonie de remise d'enveloppes et de dons en faveur des veuves et des orphelins. Nous lançons un appel pressant à toutes les personnes de bonne volonté afin qu'elles nous accompagnent dans cette mission de solidarité, car la réalité sur le terrain est vraiment triste. Par sa présence, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes réitère le soutien constant des autorités envers les veuves et les orphelins. Ce sont des orphelins qui sont là, qui sont aidés chaque année par cette mosquée et par cette association. Des centaines des orphelins. Cette année, nous avions jugé nécessaire de nous joindre à eux dans le cadre de cette commémoration avec les soutiens des plus hautes autorités de notre pays. L'expression me manque beaucoup pour qualifier cette belle initiative. Et quand on regarde ces enfants qui ont perdu leurs parents, ça amène à réfléchir. Pendant tout le mois de Ramadan, les Maliens ouvrent leur cœur aux personnes vulnérables avec de bonnes actions. Soutenir les veuves et orphelins au-delà du mois de Ramadan est un devoir citoyen. Et cet autre élan de solidarité, ça se passe à Mouribabougou. Location Bédja et ses partenaires turcs offrent des vivres à 700 familles démunies pour les accompagner durant le Ramadan. Mohamed Sangari, compte rendu. Une liesse de joie gagne l'assistance. Les bénéficiaires expriment leur gratitude après avoir reçu des kits alimentaires ainsi qu'une enveloppe symbolique. Face à ce geste, les mots manquent pour remercier le donateur. Je suis vraiment touché. Faire un tel don, surtout en ce mois de Ramadan, c'est comme ouvrir les portes du paradis. Seul Dieu pourra vous récompenser à votre juste valeur. Merci aux donateurs pour ces kits qui arrivent au moment idéal. Ils couvrent tous nos besoins. Que Dieu vous récompense. Troisième action du genre en ce mois béni de Ramadan. Ces gestes généreux de l'association Bedi, soutenu par un donateur turc, vient soulager 700 ménages des quartiers de Mouribabougou. On est là aujourd'hui pour donner les dons à les gens qui n'ont pas de moyens à Mouribabougou ici. Il y a à peu près 700 personnes qu'on va donner les riz, l'huile, il y a des machines aussi et il y a des habits pour les enfants. Le Mali et la Turquie sont des amis de longue date. Nous sommes réunis aujourd'hui pour renforcer ces liens à travers ces dons. La valeur globale de cette opération est estimée à plusieurs centaines de millions de francs CFA. Au total, ce sont 1160 ménages qui ont bénéficié de ces dons de l'association Bedi et de son partenaire depuis le début du mois de Ramadan jusqu'à ce jour. Voilà, l'association Bedi et son partenaire turc. Cérémonie de rupture collective de jeunes de l'association malienne des anciens stagiaires et étudiants du Maroc et celle des étudiants résidents du campus universitaire de Badalabougou. Les deux cérémonies respectivement présidées par le ministre en charge des Affaires religieuses et celui de l'enseignement supérieur. Les reportages sont signés Kassim Diallo et Alou Abdoulaye Touri. L'association malienne des anciens stagiaires et étudiants du Maroc s'agrandit chaque année. Elle offre l'opportunité aux membres de partager des souvenirs et donner de nouvelles orientations à l'organisation. Il s'agit donc de renforcer les liens d'amitié, de fraternité et de solidarité. Notre association n'est pas seulement un réseau d'anciens étudiants et de professionnels, elle est avant tout une communauté humaine fondée sur la solidarité, l'entraide et les partages d'expériences. À travers nos activités et nos rencontres, nous cherchons à renforcer les liens entre les lauréats du Maroc et à promouvoir un esprit de fraternité et de collaboration entre nos membres. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, qui a fait ses études au Maroc, a expliqué le rôle que joue l'association dans la coopération bilatérale entre le Mali et le Maroc. Je peux dire que vous représentez ce qu'est vraiment la relation d'amitié exceptionnelle qui lie nos deux pays. Nous aspirons tous, en ce mois sacré de Ramadan, qu'il y ait la paix, la sécurité et le développement dans ce pays cher à nous tous. Étudier dans un pays
très généreux qui est le Maroc. Vous le connaissez mieux que moi. Nous avons tous étudié là-bas et chacun de nous est fruit de plusieurs universités. S'unir, se rassembler dans la convivialité, dans l'entraide et surtout dans la solidarité. Faut-il rappeler que l'Association des anciens stagiaires et étudiants du Maroc est l'organisatrice de cette rupture collective. L'organisation ambitionne d'instituer la journée des anciens étudiants du Maroc. Le Mali a une longue tradition de la solidarité et d'entraide. À l'image du mois d'octobre consacré à la solidarité et à la lutte contre l'exclusion, ainsi que les œuvres sociales initiées par le président de la transition. Cet esprit d'entraide se magnifie par la présence du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur le campus universitaire de Badara-Bougou. Cette année encore, nous voilà ensemble, grâce à Dieu, pour rompre collectivement ensemble les gens. La valeur fondamentale que Soungalo Solidarité exprime, qui est la solidarité, est une valeur de notre société qui doit en tout temps s'affirmer très fortement. Il s'agit de se soutenir mutuellement. Nous remercions d'ailleurs les étudiants qui ont entendu cet appel du ministre, qu'ils sont sortis nombreux. Et il n'y a pas que seulement les résidents, il y a des résidents, des non-résidents, de Balabou et de Kabbalah. Donc en fait, ils sont venus d'un peu partout pour pouvoir partager avec monsieur le ministre ce plat et qui nous a permis aussi de faire des bénédictions pour la paix au pays. Et puis aussi dans le cadre de l'année qui est dédiée à l'éducation par les plus hautes autorités, ça va nous permettre aussi d'entreprendre des actions qui vont être couronnées de succès. Le Centre national des œuvres universitaires a reçu bien qu'une simple rupture de jeunes, car il a rassemblé les cœurs et renforcé les liens. Soungalo Solidarité toujours. Voyons ensemble cette série de consultations gratuites et de dons de médicaments aux couches les plus vulnérables en 3e région. Yoruba Diabaté, Suleiman Bamba. Dans la dynamique de l'opération Soungalo Solidarité, initiée par les autorités de la transition, le centre de santé de référence de Sikasso a abrité ce lundi une journée de consultation gratuite dans l'ensemble de ses unités, accompagné d'un don de médicaments au profit des populations. On a mis en place une cellule d'orientation qui accueille tous les visiteurs, les usagers. Et après, auprès de cette cellule, on fait les tri. Alors, les personnes sont orientées au niveau des différentes unités pour la prise en charge médicale de leur pathologie. Toutes les unités travaillent et toutes les activités de consultation sont gratuites. Prenons la consultation gratuite ce matin, ça nous va droit au cœur. On est très contents. Et les gens sont sortis très nombreux aussi pour cette consultation-là. Vraiment, nous continuons, nous demandons à ce que cela soit une continuité et que ce ne soit pas une fin. Cette initiative vise à faciliter l'accès des soins de santé pour les couches les plus vulnérables et à renforcer la prise en charge sanitaire des populations. Depuis le début du mois de Ramadan et du temps de carême, il y a les ruptures collectives qui sont organisées au niveau des quartiers, des différents sites en fait. Donc ce n'est pas seulement que des kits alimentaires. Il y a aussi des distributions gratuites des vivres et non-vivres. Et en plus de cela, la santé, la direction régionale de la santé, le CCRF, ils ont jugé nécessaire de proposer cette consultation gratuite. Au cours de cette journée, Madame le gouverneur et sa suite se sont rendus successivement au service des tri, à l'ophtalmologie, à l'imagerie médicale, à l'unité de néopédiatrie, à la cardiologie, à la maternité et au service des urgences. Cette journée de consultation gratuite et de don de médicaments témoigne de l'engagement des autorités sanitaires et des acteurs sociaux à rapprocher davantage les services de santé des populations et à promouvoir le bien-être communautaire dans la région. Le Mali honore les acteurs de l'artisanat, de la culture et du tourisme par la remise de distinctions honorifiques. Moussa Kamara nous en parle.
37 acteurs des secteurs de la culture, de l'artisanat et du tourisme ont été distingués pour leur engagement et leur contribution au rayonnement culturel du Mali. Au total, 5 médailles de chevalier de l'Ordre national du Mali, 7 étoiles d'argent du mérite national avec effigie Lion debout et 25 médailles des arts et de la culture ont été décernées. À travers cette distinction, la nation salue les talents et le savoir-faire des femmes et hommes qui participent activement à la promotion de la richesse culturelle et touristique du pays. Ces distinctions sont un motif d'encouragement pour eux dans leurs efforts au service de la culture malienne. Ce que nous venons de vivre ce matin est une grande reconnaissance. Une grande reconnaissance pour les hommes de la culture, pour les acteurs culturels. Et cette reconnaissance est une source d'inspiration. C'est ce qui va nous permettre d'aller de l'avant et de penser aux autres, ceux qui ne sont pas parmi nous aujourd'hui et qu'ils méritent. Le ministre Mamoud Daffé a pour sa part salué l'engagement et le dévouement des récipiendaires. Selon lui, ces distinctions traduisent la volonté des plus hautes autorités de reconnaître et de valoriser le travail des acteurs qui contribuent quotidiennement au développement et au rayonnement du secteur culturel au Mali. La nation vous a identifié, a reconnu en vous le travail et le mérite. Pour certains, il y a 20 ans, pour certains, il y a 30 ans. C'est énorme. Je vous ai vus tous trimer, travailler, parce que vous avez foi en ce pays. Pour dire tout simplement que la culture, c'est la base. La culture, c'est la solution. Tant que les hommes de culture, les artistes sont debout, je vous assure, le Mali restera debout. Au-delà de l'hommage rendu, cette reconnaissance vise également à encourager les acteurs culturels maliens à poursuivre avec détermination la valorisation du patrimoine malien, pilier essentiel de l'identité nationale et du développement du pays. Et on arrive à notre chronique judiciaire qui va intéresser plus d'un ce soir. Elle porte sur ces constructions controversées qui alimentent de nombreux conflits fonciers. Vous avez peut-être déjà été témoin ou même victime d'un litige foncier. Je vous explique. Du jour au lendemain, un individu surgit de nulle part et construit une villa, voire un immeuble, sur votre parcelle. Pourtant, vous n'avez jamais accepté de céder ce terrain et vous n'avez pas non plus les moyens de rembourser celui qui a bâti là-dessus. Alors, une question se pose. À qui appartient réellement la maison? Que dit précisément la loi en la matière et quelles sanctions prévoient les textes nationaux? Garibou Pérou, réponse. Par erreur ou par mauvaise foi, dans un quartier en pleine expansion, un citoyen ayant fait fortune en Occident a érigé une imposante construction. Mais derrière les murs qui s'élèvent et l'illusion d'une réussite immobilière, se cache une réalité plus sombre. La parcelle appartiendrait à un enseignant aujourd'hui admis à la retraite. D'un côté, un retraité qui affirme détenir son terrain en toute légalité. De l'autre, un investisseur persuadé d'avoir bâti sur un bien acquis de bonne foi. En droit foncier, il y a un principe classique selon lequel la propriété du sol importe propriété du dessus et du dessous. C'est-à-dire que la personne propriétaire d'une parcelle a non seulement ce qui se trouve sur la parcelle, comme tout ce qu'il y a comme construction, mais tout ce qu'il y a en dessous du sol, c'est-à-dire en dessous de sa parcelle. Face à une telle situation, quelle procédure légale l'enseignant retraité doit-il engager pour faire cesser les travaux ou récupérer sa parcelle? L'enseignant à la retraite peut saisir le tribunal compétent pour non seulement obtenir l'expulsion de celui qui a fait des constructions sur sa parcelle, mais aussi la démolition de ses réalisations. Et en se basant sur les dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, commerciale et sociale et sur les dispositions de l'article 555 du Code civil. Et il peut même aller en réalité au-delà de ces dispositions-là,
lorsqu'il s'avère que celui qui a construit sur sa parcelle n'avait même pas de permis de construire. Dans quelles circonstances celui qui a construit peut-il lui aussi faire valoir un droit sur l'ouvrage réalisé ou réclamer le remboursement des dépenses engagées? S'il est de bonne foi et que c'est par erreur qu'il a construit, dans ce cas, la loi prévoit la possibilité pour lui d'obtenir judiciairement le remboursement de la valeur de ses réalisations avec l'enseignant concerné. Donc, c'est-à-dire celui sur la parcelle duquel il a fait des réalisations. Il peut demander judiciairement ou peut-être même à l'amiable, voici que j'ai fait des constructions sur votre parcelle par erreur. Je souhaite ou je sollicite qu'il vous plaise me rembourser la valeur de ces constructions-là. Si ils sont d'accord, ils peuvent le faire amiablement dans le cadre d'un protocole d'accord, et ce qui éviterait la saisine de la justice. Mais lorsque le constructeur n'est pas de bonne foi, mais qu'il a réalisé de mauvaise foi des constructions sur la parcelle d'autrui, il peut non seulement en réalité voir les constructions qu'il a faites démolies, mais aussi il peut s'exposer en réalité au paiement même des frais de la démolition. Peut-on réellement bâtir sur la parcelle d'autrui dans un contexte où le titre foncier demeure l'unique document officiel attestant la propriété d'un terrain? Il peut y avoir beaucoup de types d'erreurs. Et là, la solution pour corriger ces erreurs est donnée par l'article 145 de la loi domaniale et foncière, qui prévoit en réalité la possibilité de faire annuler le titre foncier qui a été créé par erreur de bornage ou par erreur d'immatriculation. L'article 145 de la loi domaniale et foncière prévoit cela de manière claire. Mais celui en réalité dont la propriété a été lésée par une telle erreur a un délai de 5 ans pour saisir les juridictions compétentes. Préalablement à la construction, même si vous êtes propriétaire d'une parcelle, vous devez vous munir d'abord d'un permis de construire ou d'une autorisation de construire. Les deux expressions ou les deux termes se valent. Donc, impérativement, le permis ou l'autorisation de construire doit être le premier document à chercher avant de commencer toute construction. Si une personne entreprend des constructions sans permis de construire, la personne concernée peut s'exposer à des sanctions d'un emprisonnement d'1 an ou d'une amende d'1 million de francs CFA quiconque entreprend ou implante une construction sans permis de construire. En matière foncière, la prudence est une règle d'or. Avant d'entreprendre la moindre construction, même sur un terrain que l'on croit sien, les vérifications s'imposent. Les spécialistes sont formels, il faut s'assurer et parfois 1000 fois de la légalité de la propriété avant toute implantation. Car investir dans la pierre sans être propriétaire du sol, c'est parfois risquer de voir s'effondrer bien plus qu'un projet immobilier. C'est exposer des années d'efforts, d'économie et d'espoir à un long et douloureux contentieux judiciaire. Et merci pour toutes ces explications. C'est dans la cantine de l'ERTM que le lancement officiel de la 2e édition du Grand Prix cycliste de l'ERTM a été fait ce 17 mars 2026. Après le coup d'essai réussi de l'an dernier, les organisateurs ont dévoilé les contours de la 2e édition qui se déroule le 11 avril prochain à Bamako. Entre innovation technique et renforcement de l'intégration régionale, le menu s'annonce riche pour les amoureux du cyclisme. Famourou Djourté, Julie Traoré. L'ambiance des grands jours à la cantine de l'ORTM ce mardi 17 mars 2026. Autour de la table, un présidium de haut niveau composé du directeur général adjoint de l'ORTM, du directeur des ressources humaines et du président de la Fédération malienne de cyclisme. L'objectif est clair, transformer l'essai de la première édition et graver le Grand Prix cycliste de l'ORTM dans l'agenda sportif sous-régional. Le 11, nous comptions tout naturellement avec la population, avec les Bamakois et avec
les Maliens de l'intérieur et de l'extérieur pour faire un événement grandiose. Cette année, le curseur est placé nettement plus haut. La compétition gagne en intensité avec une distance totale de 130 km 200 contre 120 pour la première édition. Pour corser encore plus le défi, les organisateurs ont prévu 8 points chauds et 2 grands prix de la montagne. Pour cette édition, nous avons conçu un parcours technique et exigeant de 130 km/2. Divisé en 3 phases stratégiques pour garantir le spectacle total. Le trajet s'annonce spectaculaire. Après le départ au boulevard de l'Indépendance, le peloton franchira le 2e pont en direction de l'hôtel Olympe, l'aéroport international président Modibo Keïta de Sénou, avant de revenir par la Tour d'Afrique, le pont FAD en passant devant le CICB et retourner au boulevard. Ce trajet sera effectué 2 fois, suivi d'un circuit fermé sur le boulevard de l'Indépendance pour le sprint final. Les points chauds, il y aura 8 points chauds et 2 grands prix de la montagne. Dans les 2 grands prix de la montagne, c'est pour déterminer effectivement les meilleurs grands-pères de la compétition qui seront jugés au niveau de l'hôtel Olympe sur la montée. Et maintenant, les 8 points chauds, ça c'est devant le Présidium. Sur la ligne de départ, la solidarité de l'espace AES sera à l'honneur avec la participation du Niger et du Burkina Faso aux côtés du Mali et d'autres pays voisins. Côté effectif, chaque club malien alignera 8 coureurs, tandis que les délégations étrangères compteront 6 cyclistes par pays. L'enjeu financier est aussi à la hauteur de l'effort. En termes de prix, nous allons maintenir le même cap que l'année dernière. Les podiums, ça fait 3 coureurs. Le premier aura 2 millions, le deuxième 1,5 million et le troisième 1 million. Pour ne rien rater de cette bataille des pédales, l'ORTM déploie l'artillerie lourde. La course sera diffusée en direct sur ORTM 1 et sur toutes les plateformes numériques. Après la réussite du direct de l'année passée, nous avions soumis une doléance aux autorités qui ont bien voulu nous accorder du matériel. Et avec ce nouveau matériel, nous allons faire encore mieux. Les coureurs sont prévenus, le public aussi. Rendez-vous est donc pris pour le samedi 11 avril 2026 sur le boulevard de l'Indépendance pour la 2e édition du Grand Prix cycliste de l'ORTM. Oui, prenez bien ce rendez-vous dans les agendas. Avant de terminer ce journal, la Maison de la Presse informe 18 mars 2021, 18 mars 2026. Il y a 5 ans, disparaissait le journaliste Adam Cham. Pour rendre donc hommage à ce touriste disparu, la Maison de la Presse organise demain, mercredi 18 mars 2026, à partir de 11h à la Maison de la Presse, une cérémonie de distribution et de promotion de son livre Cri pendulaire, préfacé par le professeur Djonkouda Traoré. Demain, donc, à partir de 11h à la Maison de la Presse, une cérémonie de distribution et de promotion du livre de feu Adam Cham. Le livre s'intitule Cri pendulaire et c'est préfacé par le professeur Djonkouda Traoré. Point final donc à cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain à la même heure, même plateau, mais avant cela, à 13h, rendez-vous avec Bemba Sibi. Et un grand merci à nos téléspectateurs de Amdalaï, de Lafiabougou, de Sebenikoro et de Kalabambou.